dans quelques instants. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Le gouvernement se réjouit des retombées du récent sommet extraordinaire de la CEAC. Le ministre de la Communication face à la presse à Yaoundé a salué la solidarité agissante affichée par les chefs d'État. Issa Tiroma Bakari, au cours de cette sortie médiatique, a également revenu sur cette attaque de Boko Haram à Ouaza pendant que ce sommet se tenait à Yaoundé. Le compte rendu de Joël Sengue et Marcelin Ganso. Il s'est agi pour le ministre de la Communication de vanter les retombées du récent sommet extraordinaire de la CEAC. Le 16 février 2015 est donc à marquer d'une pierre blanche dans la dynamique de la mise en commun des efforts transnationaux pour la lutte contre Boko Haram. On a pu y voir autant la détermination que la volonté pour les États de la sous-région de traduire dans les faits leur stratégie commune et de se donner les moyens d'atteindre les objectifs de neutralisation de groupes terroristes obscurantistes. Sauf que ce même 16 février, des assaillants de Boko Haram ont répondu au tir groupé des chefs d'État de la CEAC par une attaque à Ouaza. Les soldats camerounais se sont alors retrouvés en face d'un groupe d'assaillants de Boko Haram qui s'apprêtait vraisemblablement à attaquer la ville de Ouaza. Malgré le nombre relativement élevé des assaillants par rapport à ceux qui constituaient la patrouille camerounaise, nos éléments ont vaillamment défendu leur position en attendant l'arrivée des renforts. Et très rapidement, nos forces de défense ont pu reprendre l'initiative, laissant sur le carreau 94 assaillants et du matériel de guerre, dont un véhicule blindé saisi. Malheureusement, 5 soldats camerounais ont perdu la vie au cours de cet accrochage. Encore des morts côté camerounais, mais également des blessés qui sont le plus souvent soignés dans la capitale sans recevoir la moindre visite de réconfort de leur chef d'État, chef suprême des armées. Interrogé sur la leçon administrée par Idriss Déby, qui a rendu visite aux siens, le MINCOM s'est contenté de dire: Vous avez soif de voir le président Biya, mais le président Biya fait la guerre à partir d'ici. Il fait la guerre, c'est lui le chef de guerre, c'est lui qui déclare la guerre et c'est lui qui fait la guerre. On n'en saura pas plus. Eh bien, toujours en politique, la lutte contre Boko Haram s'invite aux travaux de la réunion du comité central de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, en abrégé UNDP, travaux ouverts ce jour à Yaoundé. Le compte rendu, cette fois-ci, d'Emmanuel Diop et Yannick Bazoua. La réunion du comité central élargie au Conseil national et comité directeur des organisations annexes de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès se tient à un moment crucial où la paix, la sécurité et la stabilité du Cameroun sont sérieusement menacées par la secte terroriste Boko Haram. L'examen de la situation politique et sécuritaire, premier point inscrit à l'ordre du jour des assises des 4 organes nationaux du parti, n'est pas un fruit du hasard. Il s'agira ainsi pour l'UNDP de prendre position sur la question Boko Haram, de proposer des solutions de lutte contre la nébuleuse et apporter un soutien, quelle que soit la nature, aux forces de défense au front. Durant les travaux, l'UNDP se planchera sur quelques questions propres au parti, à l'instar du renouvellement des cartes d'adhésion. Le président national, Bello Bouba Maïgari, proposera aussi les 5 membres manquants sur les 30 qu'il doit nommer dans le comité central selon les statuts du parti. Il procédera enfin au remplacement des 13 membres du comité central et du bureau politique décédés.
Les sénateurs de la région du littoral invités à faire de bonnes propositions de loi pour le bien-être des populations qu'ils représentent. Voilà l'une des doléances faites par les conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de la mairie de Douala 3e. Il faut dire que ces représentants de la chambre haute du Parlement camerounais étaient en tournée de compte rendu sénatorial ce jour. Le compte rendu de Warren Zedo et Flavien Valondongo. Des sénateurs de la région du littoral, toute obédience politique confondue, étaient en visite de compte rendu sénatorial à la mairie de Douala 3e. Une visite qui sonne comme un non-événement pour une collectivité territoriale décentralisée en proie à des difficultés. Nous avons trop de problèmes. La mairie est vaste et les moyens ne suivent pas. Cette lourdeur administrative fait en sorte que nous avons quelques bits qui tombent chez nous. On se retrouve en fin d'année avec une consommation de moins de 5%. En tournée dans des communes de la capitale économique, les sénateurs avouent être descendus sur le terrain pour non seulement expliquer leurs actions menées au Sénat, mais aussi écouter les élus locaux. Il fallait déjà les écouter, les enregistrer. Les conseillers municipaux nous posent des questions tournant fondamentalement sur effectivement les problèmes de la décentralisation, s'agissant du transfert des compétences et du transfert des ressources. Dans leur bagage, un ordinateur et une imprimante en guise de don pour la commune de Douala 3e. En émettant le vœu de voir que cet ordinateur serve à l'informatisation de l'état civil, une petite goutte d'eau qui va nous permettre aussi d'avancer. Des gestes qui ne rentrent pas dans les attentes de ceux qui leur ont accordé les suffrages. Certains conseillers municipaux estiment que les sénateurs du littoral jouent le rôle de faire valoir, oubliant la raison principale qui est celle de défendre les intérêts des sans-voix. J'ai dit au ministre, et Tamé Massoma, qui n'attendent plus des propositions de loi du gouvernement, qu'ils fassent leurs propres propositions, en commençant par l'application des lois qu'on a votées depuis 2004. Ça fait 11 ans que nous attendons. La tournée de compte rendu sénatorial engagée par des représentants des peuples en début de semaine et première du genre devra se poursuivre dans d'autres localités de la région du littoral. Lutte contre le désordre urbain dans la ville capitale économique du Cameroun, eh bien, le relâchement de l'autorité et le caractère très sensible de la ville de Douala explique en grande partie la désobéissance civique observée à Douala. C'est l'avis du sociologue Charles Gadifna. L'enseignant de sociologie parle de Douala comme une ville où le désordre urbain est devenu la norme. Revue de quelques hauts lieux de désordre urbain dans la ville de Douala, c'est dans ce reportage de Dallas Tchana et Serge Alaoutou. Marché des femmes, comme au boulevard des Nations Unies, les terre-pleins sont devenus des comptoirs. Nouvelle, avenue du docteur Eugène Jamon, dans le 2e arrondissement de Douala, automobilistes, conducteurs d'engins de roues, piétons et marchandises à même le sol se côtoient. Maman Eto, vendeuse d'équipements sportifs, a choisi de s'installer sur le trottoir. Faute de mieux. Ça, ce n'est pas le marché. Mais d'abord, au marché, les gens sont déjà remplis partout. Il n'y a même pas la place comme ça. Tu comprends ça, non? Mais comme ici, un peu, c'est bien. Mais les gens passent et si on laisse même la route, les gens passent. Berlin propose des lunettes optiques à tous ceux qui passeraient devant son porte-tour. Office de plaisantoir. Pour les jeunes commerçants, la forte concentration de vendeurs sur les trottoirs tout autour du marché central de Douala n'est pas le fait du hasard. La collectivité territoriale décentralisée de Douala 2e perçoit des taxes journalières en rapport avec l'occupation des différents espaces. Non, la mairie de Douala 2e qui jette tout, qui sont des agents dehors, qui sont en train de partager au ticket, non pas au ticket, 500 francs. Un peu le ticket qu'on a demandé condo. On peut un peu le ticket qu'on a demandé condo. Par semaine, 250. Un jet de pierre de là, nous sommes au lieu du carrefour Anatole. Un ex se dresse devant vous, mais se referme quelques mètres plus loin. Pas facile de se frayer un passage dans ce capharnaüm. C'est le piéton qui paye l'addition. C'est pas facile, c'est la communauté qui doit décider, c'est pas le commerçant. Si ce n'est que le commerçant, il ne peut vous barrer que le carrefour. C'est la communauté qui doit prendre des décisions et classer tout le monde à sa place. Même notre Miandon national a quitté les étals pour le macadam. Eric a quant à lui choisi d'être ambulant. Il traîne quotidiennement une lourde charge, plus de 200 kg d'igname dans un porte-tout. Il refuse de verser dans la facilité. Quand on choisit d'être sur place, on vient le détruire. La facilité, c'est de voler, soit entrer dans les 7
C'est pour cela que me défendre ça, je n'ai pas de concroix. Au Carrefour de Koti, autrefois au temps du désordre urbain, la situation semble être maîtrisée. Le grand nettoyage opéré par la communauté urbaine de Douala il y a quelques semaines porte apparemment ses fruits. Et la présence en ces lieux d'une unité de la police municipale serait-elle pour quelque chose? Reste à savoir. Quoi qu'il en soit, nombre d'observateurs s'accordent sur un fait incontestable. Douala et le désordre urbain, une véritable histoire d'amour. Pour tenter de comprendre ce phénomène qui tend à perdurer, nous nous rendons à l'université de Douala. Le docteur Charles Ngadjifna enseigne la sociologie. Pour lui, deux principales explications. Véritablement, il faudrait questionner d'un côté le relâchement de l'État qui semble avoir pénétré en brousse, qui a du mal à contenir ces populations qui font véritablement dans l'incivisme au vu et au sud de tout le monde. Il faudrait également comprendre le soubassement politique parce que c'est quand même une frange importante de la population qui s'adonne à ces activités et on peut comprendre que dans un État qui voudrait pas bouger l'ordre établi, on craint de toucher à cette masse et déboucher sur des soulèvements ou bien sur des insurrections quelquefois incontenables. Parole. Eh bien, la protection de l'environnement nous intéresse dans cette édition d'information avec les experts dans le secteur qui font savoir que les mangroves et les marécages se meurent. Et un doigt accusateur est pointé sur l'activité de l'homme sans cesse croissante. Des révélations faites au cours d'un atelier baptisé Atelier sur la préservation des mangroves, des marécages, des quartiers Nyala, Dibamba et Yupwe. Les précisions avec Steve Eboulet et Sandine Babou. Les mangroves et les marécages sont des écosystèmes qui jouent un rôle important dans la conservation de la biodiversité et le bien-être des populations. Seulement, ces éléments de l'environnement sont de plus en plus dégradés du fait de l'accroissement des activités humaines. La faute au manque de prise de conscience sur le potentiel de la mangrove et son rôle dans la réduction de la pauvreté et des catastrophes naturelles. Les zones humides devraient être réservées aux activités génératrices de revenus et non aux habitations. Car lorsqu'on construit des habitations dans les zones humides, on finit toujours un de ces jours par être déçu par soit par la montée des eaux, les inondations, soit par une démolition éventuelle. La ville de Douala, avec des opportunités qu'elle offre à ses habitants par ses multiples entreprises, doit assurer le fonctionnement durable de celle-ci avec des employés plus stables. En organisant un atelier sur la préservation des mangroves et des marécages des quartiers Nyala, Dibamba et Yupwe, des environnementalistes émettent une idée claire de la gestion de notre écosystème qui doit être durable. Donc de même la destruction des arbres va tuer notre mangrove, dont les populations de ces différents coins sont appelées à œuvrer pour la gestion durable de notre écosystème. Ainsi, les pouvoirs publics et les populations riveraines sont interpellés à prendre plus de responsabilités vis-à-vis de la conservation des zones humides. Intéressons-nous à présent à cette étude menée par la World Wildlife Fund, la WWF, notamment sur l'interaction des Chinois et Camerounais sur de nombreux sites de développement infrastructurel au Cameroun qui sont, d'après cette étude, souvent marqués par des frustrations. Ceci a donc fait l'objet d'une étude qui a été rendue publique dans la capitale économique. Le point avec Eric Martial Ndiom. Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, fait face à une forte nécessité dans le domaine infrastructurel et dans celui du développement industriel. Paradoxalement, il dispose d'une riche base de ressources naturelles avec une concentration de minerais stratégiques tels que le pétrole, le fer, l'uranium, entre autres. Ceci a le don d'attirer de nombreux investisseurs issus des pays industrialisés et même des pays émergents parmi lesquels la Chine. Pékin finance ainsi de nombreux projets et aussi s'investit dans la construction des infrastructures dans notre pays, ceci dans l'optique de l'émergence en 2035.
C'est au regard de la densité de la présence chinoise dans les projets de développement au Cameroun que la World Wide Fund a mené une étude sur l'impact environnemental et social des investissements chinois. Même si le Cameroun dispose d'une législation en la matière, force est de constater à travers cette étude la complexité de son application. La barrière linguistique et les différences culturelles créent très souvent de nombreuses incompréhensions entre Chinois et Camerounais engagés dans différents sites de projets. On se plaint que la main-d'œuvre est maltraitée. Moi, je pense que c'est une culture. Le Chinois fait 7 heures au travail, fait 7 heures de travail, autant pour moi, et non 7 heures au travail. Si on s'efforce à faire 7 heures de travail, je crois qu'on pourra rapidement développer notre pays. Les opérateurs chinois au Cameroun sont souvent présentés à tort ou à raison comme étant refermés sur eux-mêmes en matière de communication, d'où l'anathème facilement jeté sur eux par les Camerounais. La facilitation des échanges entre opérateurs chinois et camerounais par les pouvoirs publics, le respect des normes environnementales en vigueur au Cameroun par les entreprises chinoises et une meilleure compréhension de la culture chinoise par les Camerounais sont quelques pistes préconisées par cette étude de la World Wide Fund. En religion, les chrétiens catholiques de la ville de Douala sont rentrés de plein pied dans le carême. Comme vous pouvez d'ailleurs le voir à l'image, ils étaient un peu plus d'une centaine à avoir pris d'assaut l'explanade de la cathédrale Saint-Pierre et Paul. C'était dans le cadre du chemin de croix. Il s'agit, à travers ce chemin de croix, de partager la douleur du Christ en 14 stations. Tout ceci à travers des recueillements, mais également des chants. Je propose à présent de suivre la réaction de l'abbé Philippe Pacom Mbanda Mandengue. Il revient notamment sur l'attitude que les chrétiens catholiques devraient adopter en cette période de pénitence. 40 jours qui nous rappellent du point de vue biblique le nombre de temps que Jésus lui-même a mis au désert. Comment peut-il donc réussir son carême? Nous allons déjà partir de la parole de Dieu dans l'évangile de Saint Matthieu chapitre 6 où on nous donne 3 piliers fondamentaux pour le chrétien. Le premier pilier, pour vivre un bon carême, il faut faire l'aumône. Il faut partager, il faut être attentif aux misères et aux souffrances de ceux et celles qui sont autour de nous. Le deuxième pilier qui nous permettra de vivre mieux notre carême, c'est la prière. Cette prière qui nous permet d'entrer régulièrement en relation avec Dieu, parce que prier, c'est élever son âme vers le Seigneur. Il y a également cet autre troisième pilier, à savoir le jeûne ou l'abstinence, parce que nous voulons laisser désormais et montrer au Seigneur que nous ne sommes pas esclaves des réalités terrestres, des réalités passagères, des réalités de ce monde. C'est pourquoi nous pouvons donc nous priver de ce qui nous éloigne davantage de Dieu. L'université de Tchang, dans la région de l'Ouest Cameroun, vient d'être dotée d'un bloc kinésithérapie flambant neuf. Une aubaine pour les étudiants inscrits en faculté biomédicale. Cette dotation, fruit d'un partenariat entre l'hôpital du district de Tchang, l'université de Tchang et l'université de Rome, 5 en Italie, a été rénovée et équipée à hauteur de 30 millions de francs CFA. Cette initiative des responsables de différentes structures répond aux besoins de la modernisation des infrastructures et même de la professionnalisation des enseignements. La faculté biomédicale, créée en 2013, disposait jusqu'ici d'un plateau technique inadéquat. Restons dans la ville de Tchang cette fois-ci pour parler de nouvelles tristes. Le corps sans vie d'un homme a été découvert dans une chambre au quartier. Photo, on parle d'une odeur pestilentielle qui a donc attiré l'attention du voisinage du défunt, le sieur Tala Maurice. Son corps, sa dépouille a été transférée à son village natal pour l'inhumation. Le récit des faits avec le clerc Takem et Julingue.
Un autre drame vient de frapper la ville de Chang. Le corps d'un homme a été découvert en état de décomposition avancée au quartier Photo. Il s'agit du nommé Tala Maurice, âgé d'une quarantaine d'années. Les voisins disent l'avoir aperçu pour la dernière fois il y a quelques jours. Il a fallu qu'une odeur nauséabonde se dégage de sa chambre pour attirer l'attention du voisinage. C'est à ce moment qu'il décide d'alerter les forces de l'ordre. Les premières informations que nous avons recueillies autour de sa personne signalent qu'il ne collaborait avec personne. Raison pour laquelle le corps a mis long à l'intérieur parce qu'il ne disait bonjour à personne, puis aucun de ses voisins n'était inquiet. Ce sont donc ces odeurs-là qui ont attiré l'attention. J'ai donc appelé le procureur, les services d'hygiène de la mairie qui sont venus désinfecter les lieux pour le transport du corps. Ensuite, la grande sœur du défunt s'est présentée et a donc demandé qu'on lui remette le corps pour inhumation. Ce qui a été fait compte tenu de l'état de dégradation avancée du corps, donc on ne pouvait plus le déposer à la morgue. Donc le corps doit donc aller à Bacham, son village natal. Les circonstances du décès du sieur Tala Maurice restent un mystère. Une enquête a été ouverte par le commissariat du 1er arrondissement de la ville de Chang. À l'étranger, lutte contre Boko Haram, l'envoi de 4 forces armées africaines provenant du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Cameroun pour combattre la secte islamiste a suscité des réactions partagées. Certains encouragent la volonté panafricaine démontée par ces 4 pays. D'autres, par contre, se méfient de l'incidence que celle-ci pourrait avoir sur chacun d'entre ces États. Les précisions avec nos confrères de CCTV. Les forces régionales sont déjà parties pour combattre Boko Haram. Le Cameroun, appuyé par les forces tchadiennes, ont procédé à des frappes aériennes et utilisé de l'artillerie lourde contre les militants. Le Niger a également connu des gains notables contre Boko Haram, mais à la fin du mois, le Bénin rejoindra cette force et enverra 8700 militaires les combattre. Ce dernier n'a pas été directement touché par les récentes insurrections. Il y a donc des réactions mitigées dans le pays par rapport à cette participation. Que le gouvernement béninois était obligé de participer à la formation de cette force-là, parce que je pense que en la matière, aujourd'hui c'est le Nigeria, c'est le Cameroun, demain ça peut être le Bénin. Il est bien vrai que nous sommes assez loin de la zone de combat. Le Bénin en réalité n'arrive pas à assurer la sécurité à l'intérieur. Elles sont la condition du 11 décembre 1990. Le gouvernement est le garant de la sécurité des biens des personnes à l'intérieur de ce pays. Mais force à il est fréquent de voir des attaques, des braquages un peu partout au Bénin. Ni la police nationale n'arrive. D'autres craignent que la participation du Bénin mène à d'éventuelles représailles. Boko Haram a attaqué le Niger parce que le Niger l'a attaqué. Boko Haram a attaqué le Cameroun parce que le Cameroun l'a attaqué. Ils ont attaqué le Tchad parce qu'ils ont estimé que le Tchad aussi les a attaqués. Donc si demain en mars, le Bénin fournissait des troupes. Le Bénin s'est rallié aux 4 pays d'Afrique de l'Ouest en déployant 8700 militaires, policiers et civils, s'inscrivant dans un effort régional d'éradiquer Boko Haram. Au Nigeria, cette fois-ci, les autorités électorales de la ville de Kano, située dans le nord du pays, espèrent que la technologie sera à la hauteur des attentes pour les élections à venir. Lors des élections de 2011, des centaines de personnes avaient trouvé la mort au cours des échauffourées qui avaient éclaté suite à des accusations de tricherie. Cette année, le report de 6 semaines des élections a donné plus de temps aux autorités de se préparer. Retrouvons une fois de plus le confrère de CCTV. Nous avons préparé les registres de vote, la clé du succès de toute élection. Les registres ont été envoyés dans tous les bureaux de vote. Nous utilisons le report des élections afin de pouvoir identifier et corriger toute anomalie. Nous sommes prêts pour les élections. La principale différence entre Kano et les autres États semble être l'enthousiasme qui est plus grand ici pour obtenir la carte d'électeur. Il est à peine 17 heures passées et pourtant beaucoup de personnes continuent à venir chercher leur nom sur le registre afin de récupérer leur carte. Je suis très heureux. Je peux voter désormais.
La plus grande inquiétude reste bien sûr la menace de Boko Haram. Cette semaine, le groupe terroriste a menacé les Nigériens qui voudraient voter. La ville de Kano a déjà plusieurs fois la cible d'attaque. En sport à présent, Joseph Oona n'est pas obligé de respecter la décision du tribunal arbitral du sport. C'est l'avis de maître Alain Guigny, avocat au barreau du Cameroun. Ces derniers pensent que le verdict du TAS ne revêt pas un caractère contraignant. Il soutient néanmoins que pour sauver le football camerounais, le comité de normalisation de la FECAFOOT doit se soumettre à la décision rendue à Lausanne, en Suisse. Des précisions de Carlos Minoué et Axel. Pour que le football camerounais sorte définitivement de l'impasse, le comité de normalisation de la FECAFOOT doit se plier au verdict rendu par le tribunal arbitral du sport. Je pense qu'il faut se plier à la centrale. Surtout, je dis, il est malheureux qu'on fasse des clans par rapport au football parce que je pense que le football est déjà un clan. Et faire un clan dans un clan, c'est tout à fait anormal. Il y a tout de même possibilité pour le comité de normalisation de la FECAFOOT de continuer de mener ses activités dans la mesure où la sentence rendue à Lausanne en Suisse n'est pas contraignante. La décision du TAS ne dit pas que la Fédération camerounaise de football doit, sous peine de faire ceci. Ce qui veut dire qu'elle le fait si elle le veut. Outrepasser le verdict du TAS plongerait le football camerounais dans d'interminables querelles. La voie plausible qui s'offre au comité de normalisation de la FECAFOOT est de convoquer une nouvelle assemblée générale. Que ce soit l'assemblée générale de 2013 ou l'assemblée générale de 2012, parce qu'il y a une assemblée générale de 2012 et une celle de 2009, il faudra bien que les gens puissent s'asseoir. À partir du moment où on a annulé l'adoption, c'est-à-dire l'assemblée qui a adopté ces textes, je crois qu'on va constituer une nouvelle assemblée qui va à nouveau adopter les 10 textes. Pour mémoire, dans une sentence rendue à Lausanne en Suisse, le tribunal arbitral du sport a confirmé la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun qui avait invalidé l'Assemblée générale de la FECAFOOT tenue le 23 août 2014. Il faut dire à la suite de Aïk Cyril que la décision du tribunal arbitral du sport annulant le processus électoral à la FECAFOOT arrive au terme de 2 années marquées par l'opposition entre dirigeants de la fédération et acteurs de football sur la gestion de cette discipline sportive, des batailles qui ne laissent toutefois pas entrevoir l'entrée en scène du TAS malgré les multiples sollicitations dont il fait l'objet. Sylvestre Hippolyte Zangao. La décision du tribunal arbitral du sport qui annule le processus électoral à la FECAFOOT était-elle prévisible? Difficile d'y répondre, pensent des observateurs du football camerounais. Une chose est pourtant réelle. Certains dirigeants de la FECAFOOT, tombés en disgrâce, n'ont jamais baissé les bras, d'abord pour être réhabilités ou faire tomber à leur tour leurs anciens camarades. En 2013, lorsque Iya Mohamed se porte à nouveau candidat au poste de président de la FECAFOOT, un épisode de contestation s'ouvre avec en première ligne des acteurs tels que John Begeninde, Abdourahmane Amadou, Antoine Essombayenga ou encore David Maébi. Et c'est à ce moment que les sollicitations de l'arbitrage du TAS commencent à se multiplier. Bien qu'incarcéré, Iya Mohamed est réélu. Mais cela n'est pas accepté par John Begeninde et compagnie, qui dénoncent une mascarade et un hold-up électoral. Une plainte est alors déposée auprès du TAS par John Begeninde pour annuler cette élection, validée pourtant par la FIFA. Après, arrive le comité de normalisation, qui à son tour va très vite se heurter à la contestation. Le comité que dirige Joseph Ouna est traîné plus d'une fois devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, qui annule certaines décisions prises par l'instance fêtière du football camerounais, notamment en ce qui concerne le processus électoral. Le refus du comité de normalisation d'obéir aux décisions de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif lui vaut quelques plaintes déposées au tribunal arbitral du sport par Abdourahmane Amadou, appuyé par d'autres acteurs du football camerounais. Cependant, Abdourahmane Amadou est débouté par le TAS sur son opposition à la prorogation du mandat du comité de normalisation de la FECAFOOT à la veille de la Coupe du Monde 2014. Une décision qui laisse alors penser à plus d'une personne que casser les décisions du comité de normalisation est une équation presque impossible. Jusqu'à ce jeudi 19 février 2015, où le tribunal arbitral du sport annule dans son ensemble le processus électoral encore en cours à la Fédération camerounaise de football.
Eh bien, au vu de cette attraction et même affrontement observé dans la gestion du football camerounais, on peut affirmer sans le risque de se tromper que le football se porte mal au Cameroun. Eh bien, qu'est-ce qui explique cette habitude de défaite qui s'est installée dans notre football? Tentative de réponse à cette question avec Guy Zogo. C'est une vérité de la palisse, le football camerounais va mal. Et s'il en était encore besoin, la décision du tribunal arbitral du président en ayant les marches déjà chaotiques du comité de normalisation de la FECAFOOT vient simplement mettre davantage à nu une descente aux enfers qui dure. En effet, pas grand-chose ou pratiquement rien ne marche plus dans le monde du ballon rond au Cameroun. Un mal-être qui pour la première fois porte simultanément sur l'organisation et les résultats. Preuve que c'est la Lali, une rupture avec le passé où malgré une organisation souvent tatillonne, les résultats suivaient néanmoins avec à l'appui 4 Coupes d'Afrique des Nations remportées, une médaille d'or aux Jeux Olympiques et des participations honorables à la Coupe du Monde, dont le quart de finale épique contre l'Angleterre en 1990 qui a ouvert d'autres perspectives à l'Afrique sur la scène footballistique mondiale. Depuis lors, le Cameroun évolue dans une sorte d'habitude de la défaite qui vient encore de se matérialiser avec l'élimination des Lions indomptables au premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale, après une autre élimination, celle-là moins glorieuse encore, à la Coupe du Monde de 2014 au Brésil. Pourtant, l'engouement des Camerounais pour le football ne se dément pas. Les jeunes